de la liesse populaire en l'honneur du président Ibeka à l'occasion de sa visite d'État en France. Ce matin, c'est Koulouba et environ qui lui offraient leur accueil chaleureux. Une pathologie comme les autres, l'évidence est que le bégaiement est un handicap qui touche beaucoup de personnes. Peut-on les soigner? Qu'en disent les spécialistes? Des éléments de réponse dans le magazine de la santé que nous consacrons justement à la célébration de la journée mondiale du bégaiement. 14 000 accidents tous les ans sur la RN6 au niveau de Fana, ce qui fait de ce tronçon l'une des voies les plus accidentogènes et des plus meurtrières au Mali, annonce faite aujourd'hui par l'ANASER. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition Visite d'État en France du président de la République. Toutes les couches sociales de Koulouba sont sorties aujourd'hui affirmer leur soutien. Les populations de Koulouba qui ont également interpellé le président de la République sur le développement de leur quartier. Lamine Keita y était. Ils étaient des centaines à occuper très tôt ce matin l'artère principale qui mène au palais présidentiel de Koulouba. Des vieux, des jeunes, des femmes et même des enfants. L'initiative est du groupement d'associations de Koulouba dénommé Djekabara. À travers cette manifestation, le groupement d'associations saluait le retour du président de la République après sa visite d'État en France. Mais aussi lui rappeler certaines de leurs préoccupations liées au problème de développement du quartier. Au nom du chef de quartier, de la population, de l'imam, nous sommes là pour rendre l'honneur au chef de l'État qui a posé des actes que nous soutenons. Et en plus, le président, dès son arrivée, nous a contactés et nous a promis de bien vouloir aider notre quartier dans le cadre de notre viabilisation. Et c'est ici l'occasion également de lui réitérer, de lui dire que nous comptons bien sur lui et nous le soutenons dans toutes les actions qu'il mènera pour la paix. On a initié pour accueillir le président de la République, vient de quitter à Paris. Donc, ce qu'il a eu à Paris, c'est un honneur pour tout le Mali, précisément pour Koulouba. Parce que le palais est vraiment contigu à ce quartier-là. Et ici, le palais aura une bonne heure aujourd'hui, donc la population doit participer avec le président de la République pour lui montrer vraiment le bon voisinage dans le développement du Mali. Visiblement ému, le président de la République a exprimé toute sa reconnaissance et sa satisfaction à la population de Koulouba pour cet accueil chaleureux. Mais on ne connaît pas ça. Ça, c'est encore un bonheur pour le Mali. Que les enfants de Koulouba accueillent le chef de l'État avec une telle ferveur. Comment ne pas s'en réjouir? C'est que l'avenir de ce pays ne pourrait être que radieux. C'est un encouragement à faire encore mieux. Quand je vois mes enfants faire ça, je n'ai plus le choix. Merci. Koulouba est un vieux quartier de Bamako qui a été créé en 1885 par Jean Diakité.
Et toujours concernant cette visite du président en France, le bureau exécutif central du mouvement patriotique pour le renouveau MPR a suivi avec un grand intérêt la visite d'État du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, en France. Il a constaté avec satisfaction que la République française n'a rien ménagé pour rehausser l'éclat de cette visite. De même, il a apprécié les gestes forts qui l'ont accompagné, le recueillement sur la tombe du soldat inconnu, le même geste au cimetière de Daumont, la coprésidence de l'OCDE, la conférence donnée à la Sorbonne et les rencontres d'échange avec nos compatriotes. Également, l'association des fonctionnaires et diplomates à la retraite du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui adresse ses chaleureuses félicitations au président Ibrahim Boubacar Keïta, chef suprême de la diplomatie, pour la réussite de sa visite d'État en France. Aussi, le grand forum du Mandé, où Mandé Boulomba partage la joie et le bonheur de tout le peuple malien suite à l'immense honneur qui lui a été dédié à travers la personne du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à l'occasion de sa visite d'État en France. Actualité nationale à présent, la commission Vérité, Justice et Réconciliation, c'est bien l'un des éléments clés du processus de paix dans notre pays. Ses membres sont déjà en activité avec cette formation de renforcement de leurs compétences en droit de l'homme ou encore en justice transitionnelle. L'initiative est du Centre pour le dialogue humanitaire et son partenaire, l'ambassade du Danemark dans notre pays. Alpha Mega, compte rendu. Le plus grand crime, c'est d'exercer un métier que l'on ne connaît pas, a-t-on dit. En tout cas, les membres de la commission Vérité, Justice et Réconciliation font exception à cette règle avec la tenue de cette formation. Tout d'abord, nous allons discuter du mandat, de notre mandat, le mandat de la CVGR. Nous allons discuter également du concept même de la justice transitionnelle. Nous aurons l'occasion et la chance de passer en revue les expériences étrangères. Il y a un point important sur le rôle de la société civile. Aussi, un exposé sur l'accord de paix. Le Centre HD, dans le cadre de la résolution de la crise, accompagne ces acteurs dans la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Le Centre a voulu donner cette session de formation pour qu'au sortir de cette session, que les commissaires eux-mêmes arrivent à adopter une approche commune, une vision commune par rapport à la tâche et aux missions qui leur ont été confiées. Il s'agit au total d'une vingtaine de participants, les commissaires et les chargés de mission qui sont appelés à prendre part aux travaux qui vont durer 3 jours. La réussite de cette commission réside dans la confiance que lui accorderont toutes les franges de la société, en particulier celle des victimes. Tout cela dans le cadre de la réconciliation des communautés du Mali, dans le cadre de la manifestation de la vérité, dans le cadre de la manifestation également de la justice. Nous avons une vision intégrée. Autant nous travaillons avec la commission Vérité, Justice et Réconciliation, autant nous travaillons avec le gouvernement du Mali et autant nous travaillons également avec les groupes armés pour pouvoir mettre ensemble l'ensemble de ces efforts et aboutir au finish à une paix définitive et durable au Mali. L'école sur le renforcement des capacités des nouveaux commissaires est organisée par le Centre pour le dialogue humanitaire. Formation également des conseillers et cadres de la Cour constitutionnelle en informatique. La formation qui dure 10 jours est dispensée par le service de la vision électorale et la MINUSMA. Al-Jumatina. Les membres et le personnel de la Cour constitutionnelle renforcent leurs connaissances en informatique. Pendant 10 jours, ils vont se familiariser avec de nouveaux modules leur permettant d'être davantage efficaces dans leur travail. La formation se déroula sous forme d'ateliers pratiques avec utilisation de supports de cours, d'études, de cas et essentiellement de supports audiovisuels. Cette formation vise à vous permettre de personnaliser un micro-ordinateur et enregistrer les travaux pour une éventuelle utilisation et réaliser des travaux courants de traitement de texte avec le logiciel Word. Utiliser la messagerie avec des adresses professionnelles créées par l'AGETIC. La session de formation s'inscrit dans le cadre du partenariat avec la MINUSMA. C'est ainsi que celle-ci offre l'opportunité à la Cour constitutionnelle à mieux explorer et maîtriser l'environnement des technologies, de l'information et de la communication. Un accent sera mis sur
l'utilisation des logiciels courants de Microsoft, notamment les logiciels Word, Excel, PowerPoint et l'Internet. À l'issue de cette formation, j'espère avec vous que nos courriers et nos rapports confidentiels le resteront, parce qu'on saura nous-mêmes les protéger avec des mots de passe que personne ne pourra utiliser. La formation est destinée à 29 conseillers et cadres de la Cour constitutionnelle. Passation de commandement à l'école de police entre le nouveau et l'ancien directeur général de la police. La cérémonie était présidée par le secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, Moussa Fani. C'est le contrôleur général de police Moussa Ag Mfayi qui est désormais aux commandes de la police nationale. La cérémonie de passation s'est déroulée à l'école de police. Le nouveau directeur général de police appelle ses hommes à plus de professionnalisme pour bien servir la patrie. Je demande à mes hommes d'être des professionnels, d'être des républicains, d'être respectés des droits humains et de faire le travail pour lequel ils ont été recrutés et de chercher à aider la population, à sécuriser la population, que la population ait confiance en eux, mais pas de faire peur à la population. Autre priorité de Moussa Ag Mfayi, c'est de restaurer la confiance entre la police et la population. Le corps de la police est très malade. Il est vraiment malade. Nous allons essayer de lui apporter tous les soins appropriés pour qu'il puisse constituer une force nationale, respectueuse des droits humains et respectueuse de la population. Je ferai en sorte que la population ait désormais confiance à la police nationale, que la perception négative que la population a de la police change. C'est cela mon credo. Et c'est là à travers des actes que je vais poser très prochainement. Le tout nouveau directeur général a aussi invité la population à collaborer avec les forces de sécurité. Il a aussi rassuré ses éléments quant à l'accompagnement des autorités maliennes. L'Union économique et monétaire ouest-africaine veut donner de la visibilité à ses actions dans notre pays dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'environnement. Sa représentation nationale a donc organisé à Sikasso une rencontre de sensibilisation des acteurs des domaines cités plus haut. Compte rendu, Sekou Konaté. Par l'organisation de la présente rencontre, le bureau de la représentation de la commission du l'UEMOA au Mali veut donner aux représentants des services techniques de l'État, aux acteurs des secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'environnement, une plus grande visibilité sur les initiatives de l'UEMOA. Cette démarche se cadre dans les missions qui sont dévolues au bureau de représentation, qui est celui d'être l'interface entre la commission et les administrations et les populations de l'Union. Donc dans ce cadre-là, toutes les réformes, les projets, les politiques, nous devons essayer de diffuser ces réformes-là pour amener à une meilleure application de ces réformes. La présentation de l'UEMOA et ses grandes orientations, la politique agricole commune, les projets et programmes agricoles de l'UEMOA au titre du Mali, la politique d'amélioration de l'environnement, l'initiative de haut niveau sur la sécurité alimentaire dans l'Union et le Fonds régional de développement agricole seront les grands axes de discussion au cours de cette rencontre. Par rapport à ces réformes, donc ce sont des textes, mais il faut dire que ce sont des textes dynamiques, que nous allons voir avec réellement ceux qui sont chargés de les mettre en œuvre. Éventuellement, s'il y a des difficultés, certaines contraintes, on les identifie. Cela nous permet de remonter l'information au siège et éventuellement pour pouvoir refaire, s'il est nécessaire, des relectures et améliorer ces textes-là. Je salue également cette vision de l'UEMOA qui consiste à coupler la politique agricole de l'Union et les autres politiques sectorielles, notamment la politique commune d'amélioration de l'environnement, en vue de la recherche d'un équilibre global de l'économie régionale. À signaler que la rencontre de Sikasso dure 2 jours. Le directeur général de l'autorité de l'aménagement de Taoussa vient d'effectuer une visite de terrain sur le site du barrage. Le but était de constater l'état d'avancement des travaux de réhabilitation en cours et voir comment relancer le projet de réalisation de Taoussa. Sur place, le directeur a rencontré les autorités locales et les leaders communautaires du cercle de Bourem. Boubacar Babletouré. Tout comme de nombreuses infrastructures publiques et privées, le projet du barrage de Taoussa a pris un coup dur suite à la crise que le Mali a connue en 2012.
C'est justement dans le cadre de la relance des activités de cet ambitieux projet de développement entrepris par l'État malien que le directeur général de l'autorité de l'aménagement de Taoussa a effectué cette visite de terrain. Il s'agissait pour lui de constater l'état d'avancement des travaux de réhabilitation déjà en cours. La visite a concerné d'abord l'escadron de la gendarmerie, la cité à titre d'habitation, le site des ingénieurs chinois, le nouvel emplacement du village de Taoussa et enfin le site proprement du barrage. Suite à l'intervention de la mission Serval, certaines de nos infrastructures ont été détruites. Nous avons trouvé que l'escadron de gendarmerie a été suffisamment saccagé. L'évaluation donnait près de 95% de destruction. Les entreprises sont sur place en train de reconstruire les locaux de l'escadron de gendarmerie. C'est quand même un point fort. Les entreprises qui travaillent sans aucune forme de sécurité. Pour la réalisation de ce projet, l'implication des populations est plus que nécessaire, d'où une rencontre avec l'administration et les leaders communautaires du cercle de Bourem. Ces responsables n'ont pas manqué de montrer leur détermination pour la concrétisation de ce projet, dont les premiers bénéficiaires sont la population de Bourem. Le redémarrage de la construction de cette route sur le barrage, ça va permettre à combien de jeunes de ces régions-là de travailler? Même pas de ces régions, du sud même, qui commencent à venir. Donc moi je pense que réellement, il faut commencer les travaux de ce barrage, c'est très important. À Boudem, ce qui a été retenu, c'est qu'il est bon, avant le démarrage, d'organiser une rencontre intercommunautaire où les populations, on a les véritables décideurs des populations qui vont prendre les informations qu'il faut en vue d'informer tout le monde et que les dispositions soient prises pour tout ce qui sera réalisé soit préservé. À titre de rappel, la première pierre du barrage de Taoussa a été posée le 6 février 2010 par l'ex-président de la République Amadou Toumani Touré. Journée d'information et de sensibilisation sur le VIH-Sida et Ebola dans le cercle de Kangaba et un site stratégique a été choisi pour la circonstance. Il s'agit du site d'orpaillage de Dabalé et des villages environnants, également une activité de la Fédération malienne des collectifs d'organisations féminines du Mali et ONU-SIDA. Envoyés spéciaux Mariam Sagara et Aliou Touré. Cette campagne du 25 octobre 2015 est une intervention directe de l'ONU-SIDA à travers la FENASCOF, Fédération nationale des collectifs d'organisations féminines du Mali. L'ONU-SIDA, qui a comme objectif d'éradiquer les maladies à virus d'Ebola et de SIDA, finance sur toute la ligne les organisations féminines, religieuses et souvent gouvernementales pour toutes leurs activités de sensibilisation et de dotation de kits. Soucieux du bien-être de la communauté, l'ONU-SIDA et ses partenaires ne sont pas restés à marge de la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les efforts conjugués ont apporté un résultat. S'il vous plaît, maintenez et gardez ces bonnes habitudes, à savoir se laver les mains au savon pendant les moments clés de la journée, minimiser les contacts physiques et alerter le plus rapidement possible les services de santé les plus proches pour tout cas suspect. Voici, mesdames et messieurs, un comportement aussi banal en soi, mais qui a permis au Mali d'éviter une catastrophe, à l'image d'autres pays africains qui ont enregistré des pertes en vie énormes. Tant que nos voisins sont encore à risque, nous ne pouvons pas se mettre à danser en disant que c'est fini. Nous devons vraiment rester vigilants. Pour la réussite de la journée à Dabalé, il a fallu la présence d'une dame courage, une dame humble, soldat de paix, Madame Zahabi Safia Moulay Aïdara. Son leadership discret et sans faille a émerveillé plus d'un. Le préfet de Kangaba a apprécié ce geste et s'est dit comblé par les actions de l'ONU-SIDA. Quand ONU-SIDA et la FENACOF viennent vraiment nous faire ces rappels, vraiment ça nous va droit au cœur. Pour nous ne pouvons que nous en réjouir. Kangaba, c'est un cercle frontalier. On a encore des placeurs qui sont sur la ligne frontalière. Les orpailleurs ont demandé à l'ONU-SIDA de surtout forger ses actes sur la lutte contre le VIH-Sida, qui est une préoccupation majeure dans les mines. Cette population minière sortie massivement a eu droit à un exercice de lavage des mains. Elle a aussi reçu des kits composés entre autres de cahiers et de sacs par l'organisation féminine du jour sur le budget de l'ONU-SIDA.
La Cité des enfants, en partenariat avec l'UNICEF et ABS Canada, sensibilise les enfants sur les violences. L'activité entre dans le cadre de l'exécution du plan d'action 2015 de la Cité des enfants. Le reportage de Innaba. Ces journées de sensibilisation initiées par la direction de la Cité des enfants visent à préparer les enfants pour leur participation efficace au prochain forum prévu ici en décembre 2015 dans notre pays. Parmi les invités figurent les enfants de la sous-région et ceux d'autres continents, afin qu'ils puissent pleinement jouer leur rôle de participation. Ces journées de sensibilisation, c'est une série d'activités que nous avons programmées en prélude au prochain salon de l'enfance que le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille organise à travers nos structures, la Cité des enfants. Donc ce salon même de l'enfance, c'est l'occasion pour tous les acteurs qui sont dans le domaine de l'enfance de communiquer et de sensibiliser et d'informer sur tous les problèmes liés aux enfants. Durant ce forum, plusieurs thèmes seront débattus. On peut retenir la violence faite aux enfants, cas de la petite fille. Cette journée sur la sensibilisation de l'excision, mais c'est surtout pour amener les enfants à mieux connaître davantage la pratique de l'excision. Avec comme credo, travailler avec les enfants, c'est la joie au quotidien. La Cité est une entité qui s'occupe de l'occupation saine du temps libre des enfants à travers plusieurs activités. Les activités de ce forum international auront lieu à la Cité des enfants de Bamako, précisément au mois de décembre. À Fana, en deuxième région, on dénombre chaque année plus de 14 000 cas d'accidents, mesdames et messieurs. Faites attention sur les routes. Et l'information a été donnée hier au cours du séjour d'une délégation de l'Agence nationale de la sécurité routière sur place. La structure a dévoilé sa nouvelle méthode de communication. Nous voyons avec Alpha Mega. En face de vous, un nouveau langage du code de la route. C'est un panneau qui indique un endroit où un accident vraiment très grave s'est passé. C'est une méthode pour nous d'aller directement à la communication avec les usagers pour vraiment leur demander de mesures de prudence, des mesures de respect du code de la route. Puisque la route précède le développement, elle ne doit pas être un vecteur de tragédie. À Fana, tel n'est pas le cas avec cette route qui reçoit 3000 véhicules par jour selon les statistiques. Selon les chiffres à notre possession, on recense à Fana près de 3 cas d'accidents par semaine. Si on multiplie ça sur l'année, ça nous amène à 144 cas d'accidents par an. La position stratégique géographique de Fana, qui constitue une agglomération rurale à mi-chemin entre Ségou et Bamako, et cette population mérite d'être sensibilisée. Et la population de cette localité mérite d'être suivie, encouragée dans la lutte contre l'insécurité routière. Nombreux sont les jeunes qui en font les frais. Information leur a été donnée à la clé des casques. En tout cas, prudence sur toutes les routes. Le Fonds belge de lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition, à travers la Croix-Rouge, accentue ses efforts dans la lutte contre la malnutrition à Nioro du Sahel. Une journée de sensibilisation sur les techniques nutritionnelles a été organisée à cet effet. Moussa Diakité. Il s'agissait au cours de cette journée pour la Croix-Rouge et ses partenaires, à savoir la Commission européenne et l'UNICEF, d'informer et de sensibiliser les populations du cercle sur la malnutrition, mais aussi et surtout de permettre une large visibilité de leurs actions dans l'amélioration de l'état nutritionnel des bénéficiaires directs et indirects. Depuis un certain temps, le taux de malnutrition est aigu, sévère, considérablement diminué dans le district. 88% des enfants pris en charge dans les CSCOM ont été détectés et référés par le réseau communautaire. Le taux de guérison de la malnutrition aiguë modérée est de 96,70%. Le taux de guérison de la malnutrition aiguë sévère est de 98,5%.
Les organisateurs ont mis à profit cette journée pour déterminer le rôle des comités villageois de santé et les mamans lumière dans la mobilisation et dans la prévention de la malnutrition perçue comme une maladie. La tenue de cette journée permettra de motiver les acteurs communautaires au niveau local qui ne cessent de déployer de gros efforts pour atteindre les résultats dans la mobilisation et la sensibilisation des populations. La présentation des sketchs sur la prise en charge d'un enfant en état de malnutrition aiguë sévère et la remise des prix aux meilleurs comités villageois de santé et aux meilleures mamans du concours de démonstration nutritionnelle organisé pour la circonstance ont été les temps forts de cette journée de nutrition en Euro du Sahel. En 5e région, le projet de réponse d'urgence aux inondations de Oxfam Mali a remis des kits ménages aux familles touchées par les inondations dans la ville de Sévaré. Et c'était à la direction régionale de la protection civile de Mopti. Mustapha Doumbia. Il s'agit de la deuxième phase d'une opération de distribution de kits aux ménages sinistrés du cercle de Mopti. L'opération concerne 103 ménages de la ville de Sévaré et fait suite à d'autres distributions dans les communes de Fatoma et Kounari. La donation s'inscrit dans le cadre du projet de réponse d'urgence aux inondations de l'ONG Oxfam Mali. Il y a beaucoup de localités qui ont été victimes des fortes pluies cette année. Donc c'est dans ce cadre-là que Oxfam a mis en place un projet de réponse d'urgence pour venir en aide aux victimes des inondations. En plus de cette activité de distribution de kits, on a à côté de cela la réalisation de latrines d'urgence et on est en train de les accompagner également par rapport à la promotion de l'hygiène. L'opération de distribution de kits est exécutée en partenariat avec la direction régionale de la protection civile de Mopti. Elle touche au total 368 ménages du cercle de Mopti. Nous sommes très contentes d'avoir reçu ces kits qui vont nous permettre de dormir sous moustiquaires. Nous avons également des nattes pour nos enfants et du savon pour le lavage des mains. Nous sommes satisfaites du geste. Celui qui, au moment difficile, sait vous assister, vous devez lui être reconnaissant. Je voudrais demander aux bénéficiaires, au-delà de la reconnaissance, d'utiliser ces équipements à bon escient. À noter que le projet d'urgence aux inondations est en train de distribuer 700 kits ménages dans les cercles de Mopti et Kita. Les bénéficiaires sont estimés à plus de 4800 personnes pour les deux cercles. Est né Front Malien Patriotique pour le Salut. C'est donc un tout nouveau parti politique qui a tenu une conférence de presse au cours de laquelle les raisons de sa création ont été données aux journalistes. Daouda Sidiki Diarra. Pour l'émergence d'un Mali pluriel et uni, un nouveau front est né. C'est le Front malien patriotique pour le salut. Ce mouvement politique qui tient pour la première fois une conférence de presse souhaite regrouper le maximum de jeunes d'associations pour défendre l'intérêt supérieur du Mali. Nous sommes ouverts aux Maliens différents culturellement, sociologiquement et sur le plan professionnel. Ce sera un lieu de rencontre pour tous les fils de ce pays et pour tous les démocrates qui sont aujourd'hui plus que jamais mobilisés pour que le Mali reste un et indivisible. Dans ce front, nous avons des mains pour applaudir les gestes et les actes de tout un chacun. C'est ce qui fait la particularité de ce front. Il est temps de changer le comportement. Et c'est pour cela que nous avions dit que le changement, c'est à partir du bas. Le changement, il ne viendra jamais du sommet, ce n'est pas possible. Mais c'est au peuple d'imposer le changement. Et ça, c'est à tous les niveaux. Le plan d'action du Front malien patriotique pour le salut est conforme aux principes républicains et démocratiques. Le Front agira dans la légalité pour se faire entendre par tous les moyens légaux garantis par la Constitution et les lois maliennes. En 4e région, une mission d'information et de sensibilisation était samedi dernier à Kani, dans la commune de Togo. C'est une mission qui se situe dans le cadre de l'opération J'aime le Mali ou encore en Bemana, Mbemalifé. Le reportage de Kandesila. Le Mali, un peuple divers, une même nation. C'est l'affiche qu'on peut lire à Kani, un village de la commune rurale de Togo. Village qui accueille l'opération Mbemalifé. Il s'agit à travers cette initiative citoyenne de partager avec les communautés la vision du président Ibrahim Boubacar Keïta
d'être à l'écoute des populations et de donner des informations sur l'actualité brûlante du Mali. Notre mission aujourd'hui à Kani s'inscrit dans un cadre essentiellement d'information, de communication et d'échange pour à la fois entendre les préoccupations de cette population-là, mais aussi apporter des éléments de réponse et les informer sur ce dont ils n'ont pas connaissance, parce qu'ils n'ont pas souvent accès à la radio ici à Kani. Ils sont donc désinformés. Ils ont besoin de cela. Aussi, les questions-réponses ont permis d'avoir des échanges sur la situation du pays. De l'accord d'Alger à sa mise en œuvre, jusqu'à la récente visite du président Ibeka à Paris, les populations ont été largement informées en bon bambara. Du chef de village à plusieurs autres intervenants, tous ont salué cette initiative citoyenne qui constitue une première à Kani. L'Institut français du Mali a présenté le week-end un avant-goût de l'édition des rencontres culturelles de Caille et du festival parisien Africolor 2016. C'était au cours d'un concert live qui avait réuni le groupe musical Caille DG et ses invités Dieneba et Fusco avec comme guest star le groupe Kaladjula Band de Naini Diabaté. Les temps forts de ce show avec Modibo Soirée. Après 7 ans d'absence, l'Institut français du Mali, ex-CCF de Bamako, accueille l'historique festival parisien Africolor et ses artistes. Un retour marqué par une résidence artistique d'une semaine de l'orchestre Caille DG ou Caille deuxième génération. On revient à Bamako puisqu'il y avait eu déjà une édition d'Africolor à Bamako en 1998 et parce que Africolor a un lien familial, un lien fraternel avec le Mali depuis le Noël malien de 1989. Sur la scène, 4 musiciens, une chanteuse et une danseuse, arrivés ou nés en France et attachés aux musiques de la région de Caille, sont réunis pour la première fois par Africolor. Ce concert illustre le rapport que cette nouvelle génération d'artistes musiciens entretient avec la musique de leurs parents. On est à Paris, là-bas en France. On essaie de tout faire pour pouvoir rester dans notre culture, de là où on vient. Et c'est un honneur de revenir aux sources en fait, pour pouvoir montrer en fait aux Maliens que nous, malgré qu'on soit là-bas, on n'oublie pas nos origines. Le temps d'un concert, le groupe Caille DG était accompagné du couple Dieneba et Fusco, 2 anciens lauréats de l'émission Tungaguna de Bonkana Maïga. Ce show a vu surtout la remarquable prestation du groupe Kaladjula Banda sous la houlette de Naini Diabaté, premier ensemble musical intégralement féminin de notre pays. Africolor est un festival qui a pour ambition de présenter des musiciens engagés et talentueux. La rencontre propose depuis sa création en 1989 à Saint-Denis en Île-de-France tous les ans sa meilleure sélection d'artistes venant d'Afrique et des Caraïbes. Lancement officiel de la nuit ORTM 2015 en commune 1, l'élection Miss communale est désormais une phase des nuits ORTM et ce sont les candidates Oumou Diakité, Mariam Sidibé et Alima Adi Traoré qui vont représenter la commune 1. Le compte rendu de Boubacar Sissoko. Au départ, elles étaient 13 candidates pour cette première élection Miss ORTM en commune 1 du district de Bamako. Le jury de 5 membres a eu du mal à les départager. Le public a eu droit à 3 passages des Miss. Le premier en tenue traditionnelle, le deuxième en tenue moderne. Au cours du deuxième passage, les postulantes se sont adressées au public. Finalement, Oumou Diakité, 23 ans, s'est démarqué des autres à travers sa prestation sur les potentialités artistiques et culturelles de son quartier. La première dauphine s'appelle Oumou Sidibé, 19 ans, et la deuxième dauphine, Alima Adi Traoré, 20 ans. Le comité syndical de l'ORTM, en partenariat avec les 6 communes du district de Bamako, apporte ainsi une touche particulière. Nous pensons que nous allons pérenniser cette activité au sein de la commune. L'ORTM, à travers ce comité syndical, a décidé de décentraliser cette activité.
en élargissant l'activité dans nos communes. Eh bien, le thème retenu cette année, c'est bien sûr la cohésion nationale. Autre temps fort de cet événement, la prestation des artistes invités. Ousseini Fakouli Bouya, Keila Papa et bien d'autres. Les 3 Miss empochent respectivement 100 000 francs CFA, 75 000 francs CFA et 50 000 francs CFA, en plus des cadeaux offerts par les sponsors. Focus Santé, le monde a célébré le 22 octobre dernier la journée mondiale du bégaiement, une journée célébrée au Mali par l'association Vaincre le bégaiement qui a tenu une session de sensibilisation sur le bégaiement. L'association qui a d'ailleurs 10 ans de sensibilisation sur ce handicap. L'équipe de Focus Santé revient sur la question. Elle avait rencontré des bègues qui cherchent à surmonter leur handicap chez l'orthophoniste. Mamadou Sidibé, Tchessira Dambélé. Six mois déjà que Yacouba Dougansi, 18 ans, va chez l'orthophoniste pour combattre son bégaiement. Il reconnaît que sa façon de parler s'est améliorée, mais se plaint de la stigmatisation dont sont victimes des personnes qui bégayent. En classe, par exemple, impossible de s'exprimer sans être victime des railleries des camarades. Comme lui, d'autres personnes bègues cherchent une solution à leurs problèmes. Pour l'orthophoniste, le bégaiement est un problème de fluidité de la parole qui peut apparaître dès le bas âge. Le bégaiement peut apparaître vers l'âge de 2 à 3 ans, de 3 à 7 ans chez les enfants. Si un enfant a des parents qui bégayent, ça veut dire qu'il est déjà prédisposé à développer le bégaiement. Mais qu'est-ce qui se passe? L'environnement peut contribuer à faciliter ou à atténuer ce bégaiement, à faire disparaître ce bégaiement. L'environnement peut être un facteur déclencheur de ce bégaiement-là. Dans la prise en charge, pas de médicaments, mais des comportements adoptés, des situations à affronter, des exercices. Ces exercices permettent aux patients d'être détendus et de se préparer pour l'acte de la parole. Ça concerne en général les organes qui interviennent dans l'acte de la parole. Il y a aussi les muscles aussi qui interviennent aussi. Le bégaiement ne se manifeste chez une personne que dans une situation de communication. Il constitue donc un gros problème chez les personnes qui en souffrent. Le bégaiement, en fait, il y a deux côtés. Donc, il y a le paraître bègue, c'est qu'on peut voir chez lui lorsqu'il parle, on sent les bégayages. Il y a aussi le vif bègue, c'est ce que la personne bègue vit tout au fond. Donc c'est ça même qui prend beaucoup de place lorsque un patient doit sortir du bégaiement. Au Mali, on estime à 150 000 le nombre de personnes bègues. Leur association Vaincre le bégaiement a un espace d'entraide au centre de santé de référence de la commune 3 de Bamako où ils se retrouvent tous les samedis. Les personnes bègues viennent, ils posent leurs problèmes, leurs difficultés qu'ils rencontrent à travers le bégaiement. On échange sur les voies et moyens à sortir du bégaiement. L'espoir est sur les lèvres de l'orthophoniste. On peut guérir du bégaiement, mais le plus dur à surmonter, c'est ce que le bègue vit dans son fort intérieur. On peut sortir du bégaiement. On peut complètement sortir du bégaiement. Plutôt on prend en charge, plutôt on a un gain. Surtout par rapport à l'enfant, si on les prend tout en charge, on récupère beaucoup. On peut atténuer son bégaiement, voire faire disparaître son bégaiement. Quant aux causes du bégaiement, les recherches scientifiques évoquent la prédisposition génétique et l'environnement. Le dernier facteur est très important dans le déclenchement et dans la lutte contre le bégaiement. Demain 10h-13h, Mohamed Ould Mamouni, je serai là si tout va bien à 18h et 20h. Excellente soirée à tous.